Ton premier film. Et c'est ton dernier, malheureusement. Oh, t'énerve pas. Je veux dire par là, tu pourras jamais jouer Louis XIV ou Marie-Antoinette, tu vois. Tu pourras faire Marsu, c'est tout, quoi. Mais c'est génial, déjà. Tu verras au Cinoche, le seul truc qui est un peu chiant, c'est l'attente. Mais ils ont pensé à tout, les mecs. Hein. Ils nous ont mis une table régie avec des bananes et tout. Tiens, d'ailleurs, tu m'en files une. Moustache gracias. C'est génial d'avoir un copain Marsu. 可以看见在 Maggie 和 Marsupilami 在这里，你们可以看见它的尾巴、耳朵，还有它的脚。所以我们现在等一下再看。 Le marsupilami est un animal étrange vivant dans la jungle palombienne et qui est un mélange assez étonnant entre une panthère, un chien, un singe et un marsupial. D'où le nom. Et pour se défendre, il utilisera sa queue pour se battre. Comment dire, le truc long, enfin... oh bordel. Voilà un nouveau Pokémon à mettre dans mon Pokédex et qui a le bras long. Tout d'abord, l'origine du marsupilami, qui vient de l'imaginaire de cet explorateur de talent et d'humour André Franquin, est une inspiration due à ses lectures de jeunesse sur l'animal Pilou Pilou, ou Jeep, dans les BD de Popeye. Pour donner le nom à sa créature, Franquin a combiné plusieurs éléments pour paraître plus compréhensible. Marsu vient de marsupial, espèce dont l'animal se rapproche le plus. Pile est une référence à Pilou Pilou de Ségard, auquel il colle le mot ami pour signifier le côté sympathique de la bête malgré sa force sauvage. Sa première apparition dans l'univers de l'auteur fut faite en 1952 par ceux qui deviendront ses amis Spirou, Spip et Fantasio dans Spirou et les héritiers. Franquin est un type, quand il crée un personnage, ça devient tout de suite un personnage attachant et qu'on ne peut pas faire durer uniquement le temps d'une aventure. Les lecteurs en redemandent, ils en veulent. Alors Franquin a créé rapidement tout un monde. Parmi tous les personnages que Franquin a créés, il y a en particulier le marsupilami qui est the personnage. Après cette rencontre, de grandes aventures s'accompagnèrent donc avec le Marsu et ses amis jusqu'à sa dernière histoire en 1968 avec la panade à Champignac, où Franquin n'arrivait plus à trouver le rythme pour dessiner les BD de ses héros suite à des problèmes de santé. Donc il se séparera de ses camarades en laissant à d'autres le soin de les laisser s'épanouir, accompagnés du Marsu. Vu que c'était une création originale de Franquin, ça n'appartenait évidemment pas à l'édition Dupuis. Et les années qui suivirent furent très difficiles pour la bête à poil jaune, vu que Franquin était très occupé avec son anti-héros et roi de la gaffe, Gaston Lagaffe. D'ailleurs, vous noterez que les deux personnages ont certaines similitudes au niveau du nez et de la proportion des visages. C'est dire comme il les aimait à la folie. Alors Franquin décidera en 1986 de laisser le Marsu reprendre sa liberté en le laissant à un éditeur, Jean-François Moyerson, qui est un homme de confiance qui le respectera et créera l'édition Marsu Productions tout en gardant la panade de ses débuts pour poursuivre ses aventures en solo. Il sera accompagné d'une personne qui l'épaulera et l'épaule encore aujourd'hui, Baptême, de son vrai nom Luc Collin, qui fut l'un des derniers grands disciples de Franquin, qui l'aidera à comprendre l'animal jusqu'à sa mort en 1997. Je n'ai jamais ressenti cette relation de maître à élève. Je l'aurais bien voulu, mais il a tellement le tact de ne jamais vouloir me blesser, de toujours me dire avec les mots choisis, à ton avis, tu as très très bien réussi ça, je n'aurais pas pu faire mieux, mais regarde, alors il prend un crayon, qui en général a une mine comme mon petit doigt, et il vous refait une petite estampe, on fait 3 coups de crayon. Et évidemment, il a raison parce que, on dit toujours, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. C'était le cas. Et Baptême a réussi à le rendre populaire avec ses aventures pour qu'il soit encore parmi nous aujourd'hui. Et avec le succès de ses aventures, il aura droit à des adaptations en animé à partir de 2002 sur 5 saisons. Bien qu'il y ait eu une série en 1992 chez Disney qui n'était pas très bien et qui est maintenant très difficile à trouver. Mais son pseudo l'expliquera mieux que moi. Et sa série fut exportée dans plus de 50 pays. Et après 60 années d'existence, il est toujours là. C'est comme ça qu'en 2012, pour ses 50 ans, un film fut mis en chantier sur lui. Mais quel réalisateur pourrait réussir à retranscrire son humour, son dynamisme, sa joie de vivre et sa représentation écologique que Franquin le transposait dans ses BD? Parce que, depuis la nuit des temps, ça a toujours été un casse-tête chinois de réaliser un film français adapté d'une BD francophone. Ce sera donc un certain Alain Chabat qui avait réussi par le passé à inscrire une partie de ce qu'il faut faire en termes d'adaptation de BD francophone. Bonjour chers francophones, je suis le bon inventeur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Et... tout d'abord, qui est Alain Chabat? Alors, c'est un auteur, acteur, producteur, réalisateur, présentateur d'émissions et chanteur. Flou en moi, mais qu'est-ce qui nous arrive? J'ai
was very strange. It was very weird. Peculiar. It was kind of amusing. Yes, it was rather funny. It was incredibly funny. I loved it. Je crois qu'on a là un vrai cas d'homme autodidacte. Il a d'abord commencé sa carrière en 1987 avec le collectif Les Nuls sur l'ancienne chaîne Canal+. La chaîne existe encore. Quand tu vires les mecs du zapping parce que tu as critiqué un poil ton patron et que tu crées une marionnette Hanouna chez les guignols de l'info, excuse-moi, mais il n'y a plus aucun espoir. Bref, Les Nuls était un JT parodique s'inspirant de l'humour absurde anglo-saxon, donc des Monty Python, et américaine avec le Saturday Night Live. Donc dans ce groupe de folie, Chabat était accompagné de Dominique Farrugia, Chantal Lobby et Bruno Carrette, qui a tristement décédé en 1989. Mais malgré cette perte, ils n'ont pas abandonné leur plaisir de parodier l'actualité et ont continué jusqu'en 1992. Et l'émission s'arrêtera donc, mais pas le groupe, puisqu'on les retrouvera en 1994 pour leur dernier barreau d'honneur, La Cité de la Peur, une comédie familiale. qui est un pur film parodique s'inspirant des As et de Brooks, et aussi des Monty Python, que Chabat affectionne grandement et qui essaiera de garder cet humour parodique et anglo-saxon dans ses films. Je vous laisse regarder la vidéo de Calmos qui a tout dit sur la grandeur de ce film. L'avantage de la parodie par rapport à la comédie de situation, c'est qu'elle se base sur un plan de référence solidement ancré en chacun de nous, celui de la culture populaire. Le décalage s'opère donc naturellement. Pas besoin de contextualiser, le spectateur sait très bien de quoi on parle. La parodie garantit par essence une efficacité maximale. Et suite à ce succès retentissant, ils se sépareront donc pour d'autres horizons. Farrugia pour la télé avec la grosse émission que Chabat présentera un court instant, Lobby en tant qu'actrice et Chabat en tant qu'acteur, et aussi et surtout en tant que réalisateur, en commençant par ce film improbable et délirant. Et après ce succès conséquent qui était différent et tellement improbable par rapport aux comédies de l'époque, il réalisera donc le film qui le fera encore monter d'un cran, accompagné de Claude Berry à la production qui l'avait aussi aidé pour Didier. Donc oui, je m'en excuse, ce n'était pas un mauvais producteur. Astérix Mission Cléopâtre a en conséquence surpassé toutes les attentes du réalisateur et des spectateurs en faisant une des meilleures adaptations de BD francophones tout en mettant sa petite touche d'humour et en dépassant le Astérix précédent de Zidi jusqu'à ce qu'il se fasse dépasser en termes de box-office par d'autres films français plus ou moins appréciables. Raccroche, sale pute. Et après avoir présenté son émission Burger Quiz et réalisé son ovni, Mais vous pouvez prononcer R. il décidera donc d'adapter une nouvelle BD de son enfance. Je lisais les BD de Franquin quand j'étais petit, j'ai toujours continué à les lire et à y lire d'autres choses au fur et à mesure des âges, quoi. Alors c'est parti pour la découverte de cette créature qui n'existe pas mais qui n'existe. Donc on nous présente la jungle palombienne qui n'est pas vraiment réelle, vu que ça a été tourné dans la forêt de Catemaco, qui se situe au Mexique, où même Mel Gibson avait réalisé son Apocalypto. C'était pas la même ambiance. Puis on voit notre petit animal dans l'ombre qui descend comme une certaine araignée pour s'enfuir avec une fleur qui sera notre MacGuffin. Attention, ceci ne fait pas partie de la famille des muffins. Ensuite on fait une transition pour nous présenter la ville de Chiquito. Qui me rappelle étrangement une autre cité. Et voici le personnage de Jamel, Pablito Cameron, qui est un vétérinaire ami des animaux, arnaqueur avec son perroquet et sa famille pauvre qui est... Alors oui, d'accord. Mais s'il te plaît, petite, tu peux fermer ta bouche. Ta voix me donne des troubles de l'ouïe. Donc personne ne le croit quand il dit qu'il aurait rencontré le marsupilami. Et après cette petite intro tout en finesse, on part en France pour suivre le grand reporter Dan Geraldo, joué par Chabat, qui est dans la mouise à cause de son émission qui ne fonctionne pas auprès du public. Donc il doit retourner en Palombie pour avoir une interview exclusive des payas. L'émission de mardi prochain fait un carton ou vous faites vos cartons? Et il sera donc accompagné de son guide Pablito. C'est lequel, celui de gauche ou de droite? Et en parlant de Pablito, Théo, vous voulez voir quelque chose? il a des problèmes d'argent avec le gang du coin et doit donc leur ramener de l'argent, sinon adieu au perroquet. Tu es mon kiki. Tout que fait, j'ai accueilli pas encore. Je vais couper le kiki de ce kiki, l'animal. Puis il doit aller à l'aéroport pour attraper son pigeon, enfin je veux dire son reporter, mais il se fait devancer par les soldats de la ville qui l'accueillent à bras ouverts. Il m'a fatigué avec ses explications. Les gardiens de la paix, ils sont là pour votre sécurité. Et on revient sur le marsu qui fait une petite sieste pendant que deux jardiniers trouvent la fleur que le marsupial a fait tomber et sortent de la jungle accompagnés d'un passager clandestin où l'on nous présente par la suite le général Pochero joué par Lambert Wilson. Qui cette fois ne joue pas un personnage bourgeois et riche. Quoique. Bref, il rencontre Geraldo qui l'avait invité Bonjour l'invitation. pour lui montrer son petit jardin secret, une salle complètement consacrée à Céline Dion. Ce qui veut dire que je vais avoir des problèmes de droit d'auteur. Donc Géraldo, à toi de jouer. I can
se passe? Mais faites quelque chose! Qu'est-ce qu'on fait? Et arrêtez! Non mais d'accord, je voulais juste que t'éteignes la musique, pas que tu fasses un massacre. Puis on retrouve le jardinier, qui, après avoir été mis à la retraite, analyse ses fleurs, mais est perturbé par l'intrus qui s'enfuit avec la fleur, tout en laissant une pétale qui fusionne avec l'un de ses produits qu'il recevra en pleine figure pour devenir Fred Testo. Ensuite, après avoir appris que son reporter était en prison, il va chercher une idée pour être enfermé avec lui. Les gardiens de la paix, toujours là pour vous protéger. On reprend. Alors Pablito retrouve donc Geraldo dans la prison et il nous fait un caca nerveux. It was at this moment that he knew he fucked up. Tu disais quoi? Et voici l'arrivée du plus grand catcheur de tous les temps, le Great Khali, qui va le démolir en pleine couture. Mais pourquoi je parle en français, moi? Dis-moi pas que c'est pas vrai. Ah, on passe à autre chose. Bref, le jeune jardinier, botaniste, peu importe, présente sa transformation à son assistante Pétunia, mais dont les effets du sérum s'épaississent et alors il va devoir faire la chasse aux marsues pour retrouver la fleur Orchidis hermohaïde. On se passera du nom. Alors que la bagarre s'est calmée, sans aucune explication, Pablito fait appel à son animal de compagnie pour s'enfuir et c'est parti pour le voyage dans la jungle sur la piste des payas. Et donc pour les chercher, Pablito lui met un sac dans la tête pour aller ramener les payas. On se rappelle que c'est un arnaqueur. C'était pour être sûr. Et après avoir compté jusqu'à 8000, heureusement que j'ai mon produit anti-animaux. il se fait attraper par les payas qui sont étonnamment petits pour rencontrer le chef. C'est quoi qui brûle là-dedans? Touche pas. Qu'est-ce que ça fait de perdre 160 000 palombos? Imposteur. Mais bon, vu que Gérald est déjà assez dans la dèche, il filme quand même Pablito en faux paya pour rencontrer étonnamment les vrais. Ça pique un peu. Donc on les retrouve enfermés et enterrés par les payas en compagnie d'un chien qui leur fait des petites léchouilles. Qu'est-ce qu'il fait? Dan! Faites quelque chose, Dan! Il reste encore de l'espoir! Il est pas mort! 15h49. Bon, il les libère sans nous dire pourquoi on nous a fait subir ça. Et vous savez quoi? C'est qu'ils en sont fiers de cette blague, qu'ils en parlent tout le temps dans les making-of et les interviews. Même le chien est sur l'affiche du film, bordel! Oui, comme moi. Bon, on nous explique qu'ils seraient les élus d'une certaine prophétie qui est présentée par un petit dessin animé très joli. J'ai surtout l'impression qu'ils ont créé cette prophétie parce qu'il n'y avait pas assez d'enjeux. Mais passons. Et pendant l'entracte du film... Stop! Je suis né il y a 82 ans à Bretzelbourg en Autriche. J'arrive en Palombie à l'âge de 5 ans. Botaniste, traité comme un chien par Pochero Junior et Senior pendant des années. Je rajeunis de 50 ans d'un coup et du coup ne prends plus ma retraite. Mon nom veut dire beau en espagnol. Je suis... Hermoso. Bon, le botaniste général a fait un putsch sans qu'on nous donne de grosses explications. On va dire que c'est le secret de la jeunesse éternelle qui les a séduits et qu'ils en avaient marre d'écouter du Céline Dion. Bon, on revient chez nos deux zigotos qui s'éclatent pendant que les payas leur font de superbes chorégraphies sans remarquer qu'ils les droguent. Vas-y, fais-toi plaisir. Et pas la semaine pour arrêter les amphétamines. Retrouvez-nous à la discothèque Uba Dance tous les soirs pour plus de fun avec des boissons qui vous feront ressentir le cosmos. Zoué, zoué, zoué. Après cette orgie qui était ma foi très distrayante, ils se retrouvent seuls dans la jungle perdue et ils se disputent et se séparent parce que Gérald ne croit pas en cette prophétie. Être seul qu'être avec un sale menteur! Je suis pas un sale menteur! Vous avez de la chance que j'ai pas de force. Je me débrouillerai très bien sans... Toujours faire attention là où on marche. Bref, vu que Pablito croit en cette prophétie, il va chercher le marsu pour le sauver, le retrouve et l'animal se rappelle de lui. Et là, on voit qu'ils ont réussi à rendre réel et à la perfection le marsupilami. Bien sûr, il y a toujours ce petit côté vallée dérangeante, mais je trouve que ça passe bien. Oui, je préfère ça que des animaux en photoréalisme. Et tiens, on arrive à son habitat naturel et on a encore une scène splendide où Chabat réussit à magnifier le nid des marsupilamis. Ça
50 minutes de galère pour avoir enfin ce que l'on recherche. Le véritable diamant d'innocence. Il dit qu'il voit pas le rapport. Bref, après que la marsue femelle soit partie, les militaires arrivent pour le capturer. Et là, on va voir tous ses talents qu'il peut faire avec sa queue. On va plutôt dire corde. Laissez-moi dire. Game over. Et le général prend les... Orchidis Hermon. Ça suffit avec ce nom. Tout en comprenant la signification de ces fleurs qui servent à donner de la vitalité aux œufs. Et il lui fait donc... Si je garde ça, tu devras aller en chercher d'autres pour ça. Et si je garde ces autres ça, pour moi, tu devras aller encore chercher d'autres ça, pas ça, mais ça, pour toi. Et donc pour moi. Mais Pablito, comme Zorro dans l'ombre, sort de sa cachette pour lui porter secours. Et c'est la fin du film. Dis Michel, tu trouves pas que ça se finit un peu trop vite? Ah oui, t'as raison. On va essayer de changer la donne. On applaudit, on applaudit. Après ce mindfuck total, Pablo a eu le temps de filmer le Marsu, ça peut servir. Bon, il se retrouve de nouveau en prison en compagnie du général Pochero, et Giraldo arrive à joindre sa patronne pour les sortir de là. Escroc! Mythomane! Imposteur! Vision, ça va pas de me parler comme ça ou quoi? Ouvrez grand vos oreilles. Amateur des boulets. Dan Giraldo, héros de l'info, au cœur de la forêt tropicale de Palombie. Ici, la guérilla fait rage. Ah bah c'est sûr, s'il a commencé sa carrière chez CNews ou BFM TV, on comprend d'où vient sa mythomanie. Ils ont alors 19 minutes pour trouver un scoop et aller jusqu'au studio, sinon ce sera la fin de la carrière de notre Mediavore. Et aussi la fin du monde. J'avais oublié ce détail. Et Pablito lui dit qu'il a filmé un scoop inédit D'un animal qu'on pensait qu'il n'existe pas mais qui n'existe. et il remonte le moral des troupes pour sortir de cette prison. Pourquoi vous n'avez pas dit qu'il y a un passage secret? Parce que c'est secret. Ça te dérange pas que je t'envoie mon point? Ce sera notre petit secret. Donc leur mission, s'ils acceptent, c'est de reprendre les œufs, la caméra et libérer le marsupilami pour partir jusqu'au studio en moins de 15 minutes. Et donc notre poché va faire diversion. I get wings to fly. Oh, I'm alive. Bon, on ne va pas rester des plombs parce que mettre du Céline Dion, ça coûte extrêmement cher. Pendant ce temps, le caporal va s'amuser avec le Marsu. Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Donc l'immortel, voyant que tout a disparu, il se prépare une potion magique qui le rend invincible et il part à leur poursuite tandis que nos deux Chiquitos se dépêchent d'aller au studio pour montrer leur découverte. Direct dans 24 secondes. J'adore ce suspense. Bon, Giraldo arrive à temps et avant de commencer, il va dire la vérité à son père. Est-ce que je peux avoir le son qui correspond à cette image? Donc, après ce problème technique, Pablito arrive lui aussi pour lui ramener la cassette et pour montrer au monde entier cette nouvelle espèce. Faites le paillat. Dites un truc menaçant. Donc là, ils sont dans le caca et ils essayent de sauver les meubles en faisant les pitres. Les paillas longs. Le volcan. On les conteste. Tu nous fais honte. Tu l'arrêtes. Pendant 1000 ans. Tu arrêtes. Tu Bah voilà, on a enfin quelqu'un de sensé dans ce film. Et sans crier gare, le marsupilami arrive pour sauver la situation. Mais voilà que le général arrive pour reprendre son dû. Pas à bouger. Mais Pablito arrive à le sortir de là, à le réveiller, et le Marsu réussit enfin à reprendre ses œufs. On se dit que le combat va continuer, mais voilà que le général revieillit. Et donc, il reprend son sérum, qui est un poil trop puissant. Donc tout est bien qui finit bien, nos deux menteurs ont retrouvé leur notoriété, et le Marsu aide Pablito à reprendre son kiki. Le kiki de tous les kikis. Coupe. Bref, le Marsu rentre chez lui avec ses œufs, répare son nid, et on finit avec la naissance des bébés Marsu trop mimi. Et maintenant que tout le monde sait qu'ils existent, on va bien évidemment les laisser vivre en paix, n'est-ce pas?
Ouais. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? Je suis content et déçu. Content parce qu'on voit enfin le marsupilami sur grand écran et cela semblait impossible. Et déçu parce que l'histoire ne semble pas très ambitieuse pour une grande œuvre de la BD francophone. Bon, déjà, on va faire ça en plusieurs étapes. Tout d'abord, parlons du positif. Le marsupilami est super bien travaillé sur sa texture, sa corpulence, ses gestes et ses expressions. Chabat a réussi à mettre tout ce que représente le personnage grâce à la vision de Franquin, qui est un personnage tellement riche. C'est un animal extraordinaire qu'on ne peut ni dompter ni importer. Il devait rester sauvage, libre et évoluer essentiellement dans son milieu d'origine. Le personnage véhicule aussi des valeurs essentielles par rapport à la famille et à l'écologie. Il cherche à défendre le monde animal et la biodiversité. Pour ce qui est de la création des animaux en images de synthèse et d'autres effets spéciaux, elles ont été faites par la société française Buff Company, qui a un dossier long comme mon bras et qui a travaillé sur plusieurs projets français et internationaux. Pour ce qui est de la création du marsupilami, l'équipe a eu 1 an pour concevoir cet animal et il est toujours aussi splendide. Et pour que les acteurs croient qu'il est là, ils mettaient une balle de tennis sur un bâton pour y croire ou un mannequin. Ce qui était complexe, c'était quand même de créer tous ces effets en pleine forêt. Il y a souvent des feuilles qui sont fausses et remises devant. On essaye de ne pas en mettre trop devant, on en met derrière. Et pour les gestes du marsu, il filmait des singes et même debout. Il voulait même créer la première créature française en performance capture, mais ça ne s'est pas fait parce que ça coûtait trop cher. On laissera Debouze s'en occuper sur son film, mais ça, c'est une autre histoire et une très longue. Et ce qui est génial, c'est que pour le faire bouger, ils se sont aidés des performances de Chabat pour les recopier à l'identique tout en reprenant des cases de la BD de Franquin. C'est vraiment un florilège d'effets et d'animation numérique pour les fans de VFX. Pour l'élaboration des décors, si on enlève la jungle qui est un décor en lui-même, on ressent ce côté carton-pâte, mais qui, grâce à sa colorimétrie, il apparaît comme un effet bande dessinée et ça passe crème. C'était en plus l'un des derniers grands projets d'Olivier Raoult qui avait eu le César du meilleur décor pour La Môme et qui est malheureusement décédé en 2011 sans avoir pu découvrir le produit final. Quel travail d'orfèvre sur la création du nid des marsupilamis. Et je dis aussi bravo à la recherche des costumes. On en voit qu'ils ont vraiment cherché dans les BD un effet authentique et à la fois faux. La mise en scène de Chabat est tout ce qu'il y a d'un cartoon de Tex Avery. D'ailleurs, il aime bien mettre son humour du bruit qu'il y a dans toute sa filmographie. Il a eu quand même un budget conséquent de plus de 39 millions et on voit vraiment où est allé l'argent par rapport à d'autres. En fait, Chabat n'a jamais fait un film à moins de 10 millions. Il voit toujours les choses en grand. Et que dire de la BO du film qui est inventive, féerique et nous emmène à l'aventure. Et devinez qui est cet heureux compositeur? Oui, encore Bruno Coulet, qui est peut-être mon compositeur français préféré du moment. Pour la Houbadens avec les Payas, elle est excellente et très bien travaillée, vu qu'il a collaboré avec Chabat sur la langue qu'il a créée. Mais je trouve que c'est dommage qu'on se souvienne que de cette partie, alors que les autres morceaux du film sont exceptionnels. Sa musique dialogue avec ses personnages et son travail se marie bien avec l'univers d'Alain Chabat. Il entre dans l'univers du film, il le comprend, il le sert, enfin avec tout ce que ça a de noble, et il met son âme dedans et sa patte, quoi. Donc c'est super. Hey! Oh! T'as d'autres points positifs ou on peut passer à ce qui ne va pas? Ah oui. Bon, passons aux choses qui fâchent. Il y en a peu, mais je trouve qu'ils sont assez importants pour comprendre pourquoi ce film n'a pas réussi à être suivi de génération en génération. Déjà, suivre nos deux personnages à la recherche d'une espèce d'un animal qu'on pensait qui n'existe pas mais qui n'existe. Shut the fuck up! C'est une bonne idée et ça rappelle les buddy movies américains et les films de Weber. Mais il y a un je ne sais quoi qui ne marche pas entre les deux personnages. Le duo ne marche pas pour moi. Et tu vois que ça réadapte le Spirou et les héritiers et le dictateur, et quand tu sais que Chabat voulait adapter un Spirou Fantasio avec le marsupilami, mais qu'à l'époque c'était 2 éditions différentes, oui parce que maintenant l'édition Dupuis a racheté en 2013 l'édition Marsu Productions. C'est comme ça qu'on a eu récemment des nouvelles BD de l'édition Dupuis. Et donc quand j'ai su ça, je n'ai pu m'empêcher de me dire que ça aurait dû être Spirou et Fantasio dans ce film et non Géraldo et Pablito. C'est pour ça que même si c'est une œuvre originale qui ne vient d'aucune BD, je n'arrive pas à me sortir de la tête qu'il aurait voulu adapter un Spirou avec le marsupilami. Et puis je ressens beaucoup de modifications au niveau du scénario. Eh bien parlons
plan du personnage de Debbouze. Déjà, je ne le déteste pas, mais je trouve que l'interprétation qu'il donne est un peu comme avec Numéro bis, sauf qu'il a quand même pris plus de 10 ans dans la gueule, et ça ne passe pas pour moi. Je dirais même que ça régresse au fil de ses films, ça en devient malaisant. Et j'ai le même cas pour Fred Testo qui joue le protagoniste, mais qui n'est pas du tout imposant en termes d'humour et d'acting. Sauf, encore une fois, si Chabat avait pu avoir les droits pour Spirou, il aurait été excellent pour le rôle de Santafio. Enfin, on aurait pu avoir pire. Au tout début, je sais même pas si tu les as lus d'ailleurs, il était le méchant. Si. Ouais. Oui, tout à fait. Il a trop de générosité et de bonté pour ce film-là. Je me disais, j'ai pas envie de le voir en méchant en fait. Redis-lui ça quelques années plus tard, ça lui fera plaisir. Le personnage d'Alain Chabat est bien, mais c'est tout. Il manque quelque chose pour être touché par ce personnage. Grosso modo, à part Lambert Wilson et d'autres acteurs, je trouve qu'il y en a certains où tout sonne faux dans leur jeu. Et surtout pour les enfants, pour moi, ça ne se pardonne pas. Pour ce qui est de l'humour, je trouve que c'est en demi-teinte. Il y en a qui fonctionnent et d'autres non. Ce qui fait que le rythme en pâtit. Il y a un certain manque d'inventivité et de travail par rapport à ses précédents projets. Et on a un manque de pertinence. Même les références, là, je les trouve vraiment trop faciles et des fois assez lourdes. Bien sûr, il ne faut pas tout jeter, mais si on n'a pas une dose parfaite d'humour, ça peut tomber à plat. Et puis le fait que j'ai choisi ce film n'est pas par pur hasard. Je l'ai choisi parce qu'il représentait ces films que tu as appréciés une première fois, mais qu'au fil de plusieurs visionnages, tu n'arrivais plus à être impliqué. Tu les mettais dans la catégorie des oubliables, des passables. Et même si certaines vannes de Mission Cléopâtre sont datées, j'arrive toujours à l'apprécier malgré les années. À mon avis, c'est le fait que Chabat a voulu plus faire un film pour enfants, ce qui est bien en soi, mais que l'adulte en moi n'était pas du tout à 100% dedans. J'ai été inerte par son histoire et ses péripéties. Malgré des plans majestueux, il ne faut pas se le cacher. C'est un peu ce que j'ai eu pour sa dernière réalisation, qui est certes un bon film pour enfants, mais qui, à mon humble avis, ne se perpétuera pas dans le temps. Voyez-vous, c'est ça le plus dur pour un film. Ce n'est pas qu'il marche à sa sortie, mais qu'il puisse marquer d'autres générations et que chaque personne ait envie de le découvrir et de le redécouvrir. Et j'enrage parce qu'il a tout pour me plaire, mais pourtant c'est devenu un film basique comme tant d'autres. Je pense qu'il lui manque un final emblématique et un humour bien abouti et dosé pour qu'on soit amplement satisfait. Et pourtant, dans le making-of, on voit qu'ils se sont éclatés. Je me suis quand même éclaté, mais pas comme eux l'ont été. Donc, est-ce que c'est un mauvais film français? Non. Est-ce que c'est une mauvaise adaptation de BD francophone? Évidemment que non. D'ailleurs, j'ai fait un graphisme sur les adaptations francophones qui est très représentatif, et le film est pile au milieu. Il n'est pas aussi bon pour qu'on s'en souvienne, mais il n'est pas aussi mauvais pour qu'il soit considéré comme une purge et une insulte au cinéma et à la comédie française. J'aurais aimé qu'il y ait une suite pour qu'il puisse enlever les défauts du premier. Mais je serais ravi évidemment, moi, si on nous autorise, si le public nous autorise à en faire un deuxième, évidemment. Je vous dirais de le voir par vous-même et de faire votre propre avis. Mais pour moi, je le garde dans ma collection parce que malgré ses défauts, Chabat a essayé de montrer une comédie autre que les films bas de plafond. Et il a réussi à faire vivre ce mythe de la BD francophone. Et ça, c'est beau. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je mentionne les films que vous oubliez de mentionner. Dans la jungle tropicale habite un étrange animal. C'est lui, le marsupilami. Bien sûr, il sait être gentil, mais vaut mieux pas être son ennemi. Avec sa queue phénoménale, et ce qu'il veut, c'est génial. C'est lui, le marsupilami. Merci à tous les deux pour Claire. cette interview que nous avons enregistrée ensemble. Merci beaucoup.